the Art Week, so appreciated for your time and coming here. And I'm honored to introduce our amazing 6 panels here. And we will discuss about what is Dansekwa and so many lots of different spectrums, because each panel has very different and interesting background. I hope this talk will increase your more interest in Korean art. And after this talk, you can visit also the Columns Gallery booth at the first floor, so you can really see the artworks in person too. Please give a warm applause to our panel. Alors, pensez-vous qu'on a besoin d'un micro? Oui. Oui. Ah, d'accord, bon, c'est réglé. Bon. Bonjour, et merci d'être venu assister à cette rencontre. J'espère d'ailleurs qu'à l'issue des différentes interventions, vous aurez la réponse à la question de l'intitulé, c'est-à-dire Dan, c'est quoi? Ben, je pense que les différents intervenants vont vous apporter des réponses, du moins je le souhaite, ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs à définir. Et justement, alors les différents aspects qui seront abordés, que vous ayez vraiment toutes les données, on va avoir l'aspect d'une galerie coréenne avec Dong-Cho Chang, qui est le président de Columns. On aura aussi d'ailleurs un aspect de marché avec Éric de Remaux, qui est un galeriste à Paris, qui expose plusieurs artistes coréens, notamment l'un en bas qui s'appelle Bae Bien-woo, et qui est aussi le galeriste de Libae, qui est à côté de moi. On aura Maël Bellec, qui est conservateur au musée Cernucci, et qui nous donnera effectivement un aspect plus historique de la chose. Libé, dans le marché d'ailleurs, vous aussi, pour Piazza, et Libé nous donnera un point de vue aussi très intéressant, qui est le point de vue artistique de la chose. Alors, ce qui est particulier avec Libé, c'est qu'il n'appartient pas à ce mouvement, pour des questions tout simplement d'âge, de génération, et en même temps, il est vraiment le premier de la génération suivante, très imprégné de ses aînés, aussi bien des artistes eux-mêmes que de leur travail et que de la démarche, hein, parce que c'est vrai que Libé est de plus en plus associé à cette seconde génération du Dansekwa, et je pense qu'il nous parlera à la fois de son rapport à ses aînés et du rapport à ce mouvement. Bon, on va commencer parce qu'on est assez nombreux, puis ça dure. Alors, juste une petite chose, mais non, je pense qu'on va commencer tout de suite par la présentation de monsieur Dong-Cho Chang, qui va vous montrer quelques photos, je pense, hein, c'est ça, de manière à ce que vous ayez quand même une idée de ce qu'est ce Dansekwa et des artistes qui le composent, en sachant, et ça on abordera ça tout à l'heure, que le nom même de Dansekwa est un nom qui a été donné au début des années 2000 par un critique d'art, dont j'oublie toujours le nom, je suis obligé de prendre ma carte, qui s'appelle Yoon Shin-sup, et qui a fait ce travail de regroupement, de regrouper des artistes qui travaillaient effectivement de manière assez proche, mais qui jusqu'alors n'avaient, à mon sens, mais je crois que Maëlle a des explications à donner tout à l'heure, n'avaient jamais été regroupés là-dessus. Alors on discutera justement de qu'est-ce que ça signifie de regrouper, je dirais presque a posteriori, puisque l'appellation est a posteriori, mais on aura des éclairages tout à l'heure. On va peut-être commencer tout de suite par les photos. Hein? Hello, I'm Dong-Jo Chang. I'm a director of the Columns Gallery, Seoul, Korea. I participated in Asia Now last year, and I'm happy to be back again with the Dansekwa. And I'm going to, actually I prepared more than 50 pages of my talk, but he said I have to spend only 10 minutes. So I just briefly showing this. Korean monochrome painting Dansekwa is Korean single monotone painting. It's a Korean word. It's from Korean word, and we had Japanese occupation from 1910 for almost until 45, and also we had Korean War, and after Korean War we had dictatorship, military dictatorship for almost 20 years. So, but between 1910 till
reconstructing our country after war. Everything was destroyed, and almost 60, 70 years, people and artists totally forgot about our culture and history. So in the beginning of 1970s, the Korean artists realized we have to find our identity. That's how Dansekwa started. But Dansekwa is, I want to go back to our history 500 years ago, because Dansekwa is very different from minimalism or abstract expressionism, arte nouvalism, all different. They are influenced, but they found their own identity and their own way. I will show you. Look at the beautiful bars. This Buncheong Sage, we are going back to 500 years ago. It's very simple. And then peony and willow, it's very simple design and shapes. And another beautiful ink painting on silk. Oh, sorry. And I have to explain this paint and work, but it takes maybe half an hour to explain. Beautiful. This white porcelain. Now, during 1950s, American abstract expressionism and minimalism, and also arte informale, and now Korean work between 1930s and 40s, and then 50s and 60s. They are the Dansekwa people. During 50s and 60s, they paint like this. And then they went to former university 4 years, and they went abroad and spent time, and then they returned back to Korea at the end of the 60s, and then they realized they are not in the group, they are all individuals. Totally changed. In the beginning of 1970s. Totally different. Look at this artist, Park So-bo and Chung Sang-hwa in the 60s. Now, Chung Sang-hwa and Park So-bo, yeah, totally different. Look at this. Yes, totally different. Park So-bo is a pioneer of Dansekwa movement, and once I visited his studio. Please bear with my English. But he said his painting is like Buddhist monk. 108 times bow. So after he practiced like that, exercise, and then emptied his mind, their mind. So Park So-bo was saying after he paints with physical labor endlessly, and then on the surface of canvas he discovered his disposal of his body. That's the one of the example of Dansekwa people. Liu Fan, you know everybody. Maybe he will talk more about Liu Fan. Oui, parce que Libé a beaucoup travaillé avec Liu Fan et ils sont en plus très amis. Donc effectivement, s'il y avait quelqu'un qui peut parler. Yes. Ha Jong-hyun is one of also important artists. He pushed oil paint behind the canvas. The medium of canvas is not a canvas, it's hemp cloth. So penetrate the paint through the hemp cloth, and then
he make paint, finish work. So the hemp cloth is kind of medium between east and west. As paint is west, and then hemp cloth is like east and west. So he has okay, I will go back. Yoon Hyung-gun and also Jung Sang-hwa is also finding perfect harmony of reduction and addition. We had the first exhibition at Tokyo Gallery, 1975. First exhibition abroad. 5 Korean artists, 5 kinds of white. And you will find those artists in my gallery. Yes. Lee Dong-hyuk, this is this ice cube, and I actually wrote down that is very important. That's why. The concept of time through which the ice melts and disappears is not viewing the world at a designated point, but understanding it through the passage of time, like yin and yang, until it, when it's full, then empty itself and cycle continues. I want to perceive the world this way. That's what his philosophy of his work. And Kwon Young-woo and Ho Hwang. It's first exhibition with the Korean Dansekwa and Gutai artists at Gwangju Biennale 2000. At the time, they didn't use Dansekwa, monochrome art. And then Liu Fan, first exhibition. And then 2012, first Dansek award we use at the National Museum. They use Dansekwa. The word we used first time. So only 5 years ago, yes. And then Dansekwa exhibition is going on, first time only 3 years ago at the Alexander Gray Gallery in New York. Oh, I'm here. With Liu Fan, yes, at Perotang. And then Dansekwa at Venice Biennale, only 2 years ago. And Perotang, and yes, Blum and Poe, yes. Yes. Just recently, in Paris, London. Now look at the record of an auction. Only 3 years ago, 4 years ago, his painting could have been only, let's say, less than $100,000, 10 times, 20 times higher in 3 years. Look at this. I bought his painting at his studio, and I spent only $20,000. He's now a rich man. Yes. Crazy. I want to show this. Liu Fan. And then look at this number. $7 million, $6 million. Yes, I'm finished. Thank you very much. Alors, comme vous l'avez compris, effectivement, l'histoire, elle va nous en dire quelques mots, est relativement récente. Dans l'historique qui vient de vous être fait, il y a, ce qui est normal, un petit oubli que j'ai apporté,
c'est pour vous dire à quel point la notoriété de ce mouvement, c'est qu'il y a même eu, il y a 2 ans, une exposition d'Anne Séquoia au domaine de Kerguéhennec en Bretagne. C'est-à-dire que jusqu'au fin fond, enfin, avec tout le respect qu'on a, mais jusqu'au fin fond de la Bretagne, il y a eu une grande exposition d'Anne Séquoia. C'est vous dire si effectivement le rayonnement aujourd'hui est extrêmement large. Alors on va peut-être justement passer la parole à Maël Bellec et vous demander comment vous expliquez cette émergence aussi rapide d'un mouvement historique. Peut-on parler d'un mouvement historique? Les artistes le sont certes. Ce monochrome coréen, effectivement, correspond, ça a été très bien expliqué, à une période précise. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'historien de ces différentes données? Ça dépend de la manière dont vous le voyez. En fait, il y a plusieurs manières de voir le Dansekwa. Vous avez, alors ce qui est plutôt la manière dont vous l'avez vu, une manière de présenter ça comme étant l'expression d'une identité purement coréenne. Et si le Dansekwa est une école aussi importante dans l'histoire de l'art coréen contemporain, c'est parce qu'il est aussi considéré comme étant la première avant-garde en Corée qui doit finalement assez peu à l'Occident, mais beaucoup plus à la culture coréenne elle-même. Et puis, vous avez aussi une autre manière de voir le Dansekwa qui serait d'essayer de le remettre dans des grands courants internationaux. Notamment, les rapports avec le minimalisme ont été souvent soulignés. Et en fonction des positions que vous occupez et de la manière dont vous voyez les choses, vous pouvez soit essayer d'interpréter le Dansekwa comme étant une réponse à des évolutions qui sont des évolutions mondiales, en fait, de la scène artistique, soit essayer de comprendre comment le Dansekwa va petit à petit prendre ses racines dans le travail qui est fait dès les années 50 en Corée, notamment déjà sur les questions des matériaux qui prennent de l'ampleur dès ce moment-là, et comment on en arrive à refonder effectivement une identité artistique coréenne à travers l'utilisation de tout un tas de techniques différentes. Alors peut-être que l'une des choses qu'il faut dire, c'est que le mot Dansekwa, indépendamment de la question de quand est-ce qu'il a été appliqué à ces artistes, est parfois contesté puisqu'on met l'accent sur le caractère monochrome de l'œuvre, et c'est pas forcément ce qui réunit le plus ces artistes. Ce qui va peut-être être le plus frappant, c'est le rapport aux matériaux et le rapport au processus créatif, puisque pour beaucoup de ces artistes, le résultat plastique importe moins que le processus de création, avec également une dimension, pas chez tous, mais chez quand même un certain nombre d'entre eux, une dimension spirituelle, ou en tout cas une inscription dans une forme de cosmologie qui est celle de l'Extrême-Orient et de la Corée, qui est assez explicite chez un certain nombre de ces artistes. Et donc tous ces artistes connaissent ce qui se passe à l'extérieur. Il y a quand même des artistes qui voyagent, il y a des artistes qui sont partis de Corée, qui se sont installés en France, aux États-Unis, qui reviennent au bout de quelques années. Ils ont accès à des revues, à des livres, ils voient des œuvres aussi dans des expositions. Liu Fan, pas pour vous interrompre, Liu Fan participe à la Biennale de Paris en 71. Donc effectivement, il est déjà là, alors qu'il est effectivement déjà au Japon aussi, donc il circule beaucoup. Pardon. En fait, la grosse vague de départ d'artistes coréens, c'est autour du milieu des années 50. Et beaucoup d'entre eux reviennent à la fin des années 50, début des années 60, donc connaissent assez bien en fait ce qui se passe en Occident. Donc c'est quelque chose qui est développé en Corée, mais en ayant un regard aussi sur ce qui se fait à l'extérieur. Et puis dans les années 50, il y avait déjà des tendances qui apparaissaient chez certains artistes, notamment liées à l'utilisation de matériaux inhabituels, au travail sur la surface de l'œuvre, non pas comme une surface bidimensionnelle, mais comme un volume. Je pense à des œuvres de Park So-bo, par exemple, qui dès cette époque-là travaillent avec beaucoup de matériaux de récupération. Alors il y a aussi le fait que la Corée, notamment la Corée du Sud, était assez pauvre à cette époque-là, et que ça a peut-être incité aussi certains artistes à être assez imaginatifs, parce qu'ils n'avaient pas forcément toujours les moyens de s'acheter des matériaux. Et je sais que certains artistes qui sont venus
à des matériaux type... alors je ne me rappelle plus si Voilà. c'est votre cas, vous C'est le pourrez peut-être en c'est le parler. cas de Libé, qui effectivement n'appartient pas à cette génération, mais a souvent répété que lorsqu'il est lui arrivé à Paris, en 1990, il avait très très peu de moyens, et à côté d'un atelier qu'il avait à l'époque vers Pantin, je crois, ou dans le nord de Paris, il y avait une station d'essence, et il a découvert dans cette station d'essence qu'il y avait des sacs de charbon de bois, et il a commencé à travailler avec du charbon de bois parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter un autre matériau. Mais il a aussi souvent dit que ce n'était pas non plus innocent qu'il soit tombé sur le charbon de bois, puisque le charbon de bois avait une vraie valeur symbolique. Bon, il en parlera peut-être même pas tout à l'heure, avait une vraie valeur symbolique en Corée, et que c'est effectivement un matériau qui est très très important dans ta culture et dans la culture coréenne en général. Donc effectivement, en ce qui concerne l'IBEL, c'est tout à fait vrai. Du coup, je me perds là, je sais plus. Alors, c'était que effectivement, certains ont par économie on fait le choix de matériaux par souci économique. Et donc, on a ces tendances qui sont déjà présentes en fait sur la scène artistique coréenne, et c'est vrai que ça prend de l'ampleur à partir de la seconde moitié des années 60, où on voit un certain nombre d'artistes, des gens comme Kwon Young-woo par exemple, qui vont beaucoup travailler avec le papier, mais non plus le travailler comme le support pour y apposer de l'encre et faire une composition picturale, mais le travailler dans son épaisseur, comme un volume quasiment, en l'appliquant sur des plaques de bois, en le grattant. Vous en avez quelques exemples d'ailleurs, peut-être même sur votre stand, je ne sais plus. Ils sont plusieurs artistes à s'interroger sur ce type de questions. Donc on a vu Ah Chong-yeon qui lui va faire passer la peinture par le dos de la toile et ensuite reprendre avec quelques coups de pinceau par devant la composition. On a des artistes comme Chang Chang-suk qui lui va créer sa pâte à papier, faire des impressions à pâte à papier. Et en fait, c'est surtout, je dirais que l'unité entre tous ces artistes repose surtout sur ces questions, et beaucoup des matériaux qu'ils utilisent, mais ce n'est pas le cas de tous les matériaux, sont des matériaux qui ont effectivement un lien assez fort avec la culture coréenne, ce qui explique aussi qu'on ait pu voir cette ce mouvement, on ne sait pas trop comment l'appeler, mais ce regroupement d'artistes comme exprimant une identité coréenne. Alors, on a tourné autour des termes, école, regroupement, mouvement. Quelle valeur peut-on donner à une appellation posthume par rapport à leur date de travail, même si effectivement ils travaillent encore aujourd'hui tous, mais... Le nom tel qu'on l'utilise aujourd'hui est un nom plutôt récent, mais ces artistes avaient quand même conscience d'avoir des points de convergence. Certains d'entre eux ont fait des expositions à l'étranger ensemble, ils se connaissaient, ils discutaient, ils n'étaient pas totalement isolés les uns des autres. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure sur la photo qu'il a montrée, pour montrer le passage des années 60 aux années 70, on voit qu'il y a quand même une unité. Donc même si les artistes n'appartiennent pas à une même école, à une lignée identique, n'ont pas forcément exactement les mêmes techniques de travail, il y a quand même des convergences entre tous ces artistes qui peuvent justifier de les regrouper. Eux-mêmes en étaient conscients, parce qu'avant l'apparition du mot dansekwa, on a vu d'autres termes qui utilisaient les deux premières syllabes dansek, donc monochrome, qui ont été utilisés dès les années 80. Certains de ces artistes ont fait des expositions à l'étranger. Je pense qu'il y a eu une exposition dans les années 90 à Liverpool, je crois, où on retrouvait vraiment tous les artistes, pas tous, mais c'était quasiment que des artistes du dansekwa. Donc ces regroupements se faisaient naturellement sur des questions plastiques et techniques, et sur la manière dont on utilise ce terme aujourd'hui. Alors il y a une question de marché, mais ça je dirais que ça m'intéresse moins. Ensuite, il y a une question d'historiens d'art. Les historiens d'art passent leur vie à donner des noms à des écoles qui n'ont aucune existence réelle. Mais c'est parce que c'est un outil d'analyse et c'est un outil pratique. C'est-à-dire qu'on regroupe des artistes qui nous semblent travailler dans des conditions un peu similaires, aller vers une même direction, qui peuvent avoir des liens entre eux, et on donne un nom à ce regroupement parce que ça nous donne une catégorie qui est utile ensuite pour travailler sur ces questions. Mais donc je dirais que c'est très commun en histoire de l'art. Oui, mais en général c'est contemporain. Si on prend l'exemple par exemple de Pierre Estany avec le nouveau réalisme, le terme du mouvement est trouvé de manière... Là, le terme arrive quand même quelques années après
la constitution éventuelle du groupe. Alors, si vous voulez, ce serait une exception dans le domaine de l'art contemporain, mais si vous parlez d'art ancien, Ah oui. la norme, c'est plutôt de donner Après, les noms ouais. d'écoles, bien après, en règle générale, des siècles après la mort des artistes. Donc, en tant qu'historien d'art, si vous voulez, ça ne me chagrine pas plus que ça. Même si, effectivement, le nom d'Ansekwa est parfois contesté parce qu'il n'est pas perçu comme étant ce qui décrit mieux, finalement, le mouvement. Parce que Libé nous répondra peut-être, mais de la part de certains artistes, et je pense notamment à Liu Fan, je ne suis pas sûr qu'ils se reconnaissent tous totalement sous cette appellation-là de Dansekwa. Alors, vous parliez tout à l'heure de certains critères d'appartenance. C'est justement Park Sebo, parce qu'il y a des théoriciens quand même dans ce mouvement, notamment Liu Fan, et notamment Park Sebo. Et Park Sebo, au-delà même de ce que disait très bien Maël, avait défini les 4 principes du Dansekwa, au-delà même de la monochromie, et il disait le primat de la nature, c'est pour aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire des concepts qui régissent et qui regroupent la répétition du geste, la texture de la peinture, ce que vous disiez tout à l'heure avec la matière, et l'esprit qui relie le tout. C'est les 4 principes qui avaient été donnés par Park Sebo. Alors, Libé, qui est vraiment leur interlocuteur privilégié, est-ce que un Park Sebo, par exemple, ou un Liu Fan, je pense à ces deux-là parce que c'est effectivement peut-être les 2 théoriciens les plus importants, enfin, se reconnaissent aujourd'hui sous cette appellation et sous ce groupe. Je sais que tu en as beaucoup parlé avec Liu Fan, qui de temps en temps n'était pas du tout content, qui de temps en temps ne voulait pas figurer dans certaines expositions. Enfin, qu'en est-il? Moi, je ne suis pas théoricien sur l'art contemporain coréen. Moi, je ne connais pas très bien comment dire, je ne suis pas dans le milieu de le mouvement de Dansekwa. Je suis plutôt un des artistes un peu la génération suivante. Et c'est comme une témoigne. Moi, je peux parler très personnellement. Quand je suis entré à l'école Beaux-Arts à Séoul en 1975, c'était mon propre, c'était Park Seo-bo et Ha Jong-hyun et Choi Myung-young et Seo Seung-won. Il y a 4 profs où j'ai étudié dans l'atelier. Quand je suis monté à son atelier, c'est comme atelier d'artiste, chaque prof il y a un atelier dans le même bâtiment. Quand je monte atelier professeur Park Seo-bo, Ha Jong-hyun, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de pot de couleur, il n'y a pas de tube de couleur, il n'y a pas de très bon châssis, il n'y a pas de bon toile, il y a rien. Que Ha Jong-hyun, il a mis comme une sac de pommes de terre, je ne sais pas, il a récupéré, il a acheté, ou je ne sais pas quel point, il a mis ça. Il y a une grosse tronc de bois juste pour tenir l'étoile. Et Park Seo-bo, c'est pas la toile bien préparée, il y a un tissu un peu épais comme le tissu comment dire, tissu coton. Après, il a quelques, comment dire, le papier de riz, aussi le mine de plomb. Eux, ils travaillent toute la journée, même que le soir très tard, mais le dimension, c'était, comment dire, pour eux, c'était mon image immesurable. C'était très grand toile, ils travaillent, ils sont travail. C'est comme ouvrier, c'est pas l'artiste, ils sont travail. Moi, j'étais regardé, j'étais tellement étonné. C'est vraiment. J'imagine que quand j'entre à l'école Beaux-Arts, je peux apprendre comment dire, la façon de la technique, comment peindre, etc. Rien. Personne ne me donne le cours. Rien. Eux, ils parlent toujours le spirituel, comment dire, d'autres
cette époque, en Corée, c'est vraiment, c'était un pays tellement pauvre. C'était justement, ça commence, comment dire, moderniser de la paix par l'économiquement. C'est la construction de l'usine, tout ça. Moi, pendant 4 ans que j'ai étudié à l'école Pojar en Corée, je sais que ça. Mais je n'ai jamais vu les choses de figuration. Aussi, cette époque, quand monsieur président de Galerie Coulomb, il a très bien résumé, très bien parlé. J'ai tellement, vraiment très bien reçu son explication. Mais cette époque, il n'y a pas de dans c'est quoi. Ce n'est pas dans c'est quoi, il n'y a pas de mot dans c'est quoi. À partir de 75, il y a énormément d'artistes. Je pense que peut-être des 1000 artistes, son travail, à peu près presque la même, comment dire, style. Il n'y a pas de figuration, il n'y a que des couleurs très limites, des fois très gris, tristes. Un peu sombre. Cette époque, c'était le régime de militaire dictateur. On ne peut pas parler n'importe comment, on ne peut pas habiller n'importe comment, on ne peut pas marcher n'importe comment. C'était un peu militaire, tous les peuples coréens. Quand quelqu'un qui a le cheveu long, c'est la police arrêtait pour couper avec le ciseau. Cette époque. Donc c'est comment dire, le réagir des artistes avec l'abstraction dans ces quoi, c'était un peu comment dire, une manière de la révolte, de le contre le régime de le militaire, dictateur. Moi je peux penser comme ça. Aussi, cette époque, il y a beaucoup. Aujourd'hui, quand vous allez, moi je suis un grand témoin dans le mouvement. Ce n'était pas un mouvement dans ce quoi, c'était un grand mouvement national, c'était presque une révolution sur la contemporaine en Corée. Il y a des, je ne sais pas, il y a des mille artistes sont regroupés, sont travaillent. Sont parlés, sont dialogués. Cette époque, en Corée, il n'y a pas de revue d'art. Mais tout est arrêté. C'est comme enfermer le pays, presque très contrôlé. Cette époque même que l'Iran, quand il était venu en Corée, à la frontière de l'aéroport, il est comme le KGB, comme le police secret qui a attrapé à l'Iran, il était dans une prison. Cette époque, c'était comme ça. Mais cette époque, c'était un grand mouvement de la contemporaine coréenne. Ça s'appelle le Festival de la contemporaine coréenne. C'était le leader, c'était Park Seo-bo. Il était son âge de 45 ans. À l'époque. À l'époque. C'est lui qui fait le, comment dire, faire un grand coup de fou dans le pays de Corée, parce que les polices regardent l'étoile, il n'y a rien. Il n'y a pas de figuration, il n'y a rien. Donc il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas faire l'interdit de l'exposition. Même que le grand mouvement de la contemporaine à la grande ville d'Egu, où derrière il y a M. Chapeau Noir, c'était lui qui est un des membres de Monsieur Lee, voilà, un des membres fondateur du mouvement de l'art contemporain en Corée. Et cette époque en Corée, vraiment, justement les gens qui ne pensent pas à la technique, les gens qui ne pensent pas de le process de travail, qui ne pensent pas que à vendre l'étoile. Ils ne savent pas que l'art, ce n'est pas vendre. Justement, eux, ils ont pensé uniquement
s'exprime spirituel et comment dire, un peu de l'énergie de chacun voilà, son identité, son caractère de travail. C'est là que j'ai vu. Voilà, c'est là aujourd'hui, il y a certains artistes a été. Ce ne sont pas uniquement ces artistes. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont commencés à découvrir dans l'année 70. Ils ont travaillé vraiment incroyable. Alors, par rapport à ce que disait... Oui, c'est un beau témoignage, mais effectivement, il n'y en a pas 36 qui peuvent nous raconter cette période-là, donc c'est parfait, puisque c'était un de leurs étudiants. Et alors, par rapport à ce que disait Maël, ce que dit Libella, on va peut-être d'abord s'adresser à Éric Derebeau, qui est le directeur de la galerie Erix. Après, on s'adressera côté vente aux enchères, évidemment. Alors, Éric a deux connaissances par rapport à ça. Évidemment, la connaissance du marché de Dansequois, de même que vous, mais il a aussi la connaissance d'un marché d'une génération plus récente, qui est celle évidemment de Libé. Alors, est-ce que tu as l'impression, bon, en plus tu es quand même allé beaucoup en Corée, puisque tu as participé 5 fois à la CAF, la CAF étant l'équivalent de la FIAC à Séoul. Exactement. Comment? Avec un début en 2005. Voilà, avec un début en 2005, donc assez tôt par rapport à tout ça. Est-ce que tu as l'impression que cette appellation, arrivée au début des années 2000, a favorisé le marché, puisqu'on disait tout à l'heure, bon, il y a à la fois l'aspect historique, mais il y a aussi l'aspect du marché. Et comment, je dirais, analyser, enfin, quel regard vous portez-vous sur l'explosion, puisqu'il a donné des sommes tout à l'heure exemplaires, je dirais, de... Alors, au niveau de l'explosion, effectivement, le centre du sujet, c'est Dansequois. Mais en fait, comme on peut le voir, il se passe surtout beaucoup de choses autour. Et autour, en fait, c'est aussi l'exposition de Liu Fan au Guggenheim, qui a marqué en 2011 l'intérêt au monde d'un artiste coréen. C'est aussi une chose qu'aime le marché énormément, un mouvement oublié, avec un pays oublié qui d'un seul coup a une grande visibilité, avec des concordances, avec un grand mouvement d'art américain. Donc tout ça, effectivement, je dirais que pour le marché, c'est juste une aubaine fantastique, avec des artistes qui, à l'époque, je dirais, vendaient, mais vendaient peu, donc avec aussi beaucoup de stocks disponibles. Donc tout ça, pour un marché, on va dire en plus, très attractif sur l'argent, c'est-à-dire un marché américain. Et d'ailleurs, quand on regarde les ventes aux enchères, en dehors de la partie Hong Kong, ce sont les États-Unis où tout se porte. On est aussi sur des artistes qui ont voyagé, qui ont fait des rencontres, qui ont laissé des traces. Donc ça aussi, pour l'histoire de l'art, c'est remarquable. Hein. Ça permet d'avoir des anecdotes, des rencontres avec des artistes. Donc ça aussi, c'est une grande chance. Et puis, on est donc aussi sur un artiste avec une locomotive, donc avec Liu Fan, hein, donc qui porte, on peut dire le mouvement Dansequois, mais on peut parler plutôt de personnalité, hein. Ce sont des gens individuels, comme souvent on regroupe après sur un nom, et qui sert de porteur, mais qui est aussi très marketing. Hein. Quand on parle à certains Coréens du mouvement Dansequois, ils ne sont pas forcément aussi jubilatoires que nous, en tant qu'occidental, comme si on avait trouvé une pépite, on se pose. Donc tout ça fait qu'effectivement, l'arrivée aussi, l'économie d'un pays joue sur l'attractivité et sur la reconnaissance d'une scène. Parler de la Corée, c'est aussi parler de Samsung. Samsung, c'est parler du Lium Foundation. C'est aussi une attractivité et une reconnaissance au sein même du pays. Donc, parce qu'on a l'impression que d'un seul coup, le monde s'est intéressé au mouvement Dansequois et aux artistes coréens, mais les premiers à s'être intéressés aux artistes coréens, ce sont les Coréens eux-mêmes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Yes. Is the Korean market very interested today by all the artists? Yeah, of course. Of course. But the market, we didn't have a market for almost
40 years. These people started in the 1970s, and then nobody bought these paintings. So they are very, very difficult period. They have to teach and to live, but they continue to paint. And after 40 years, most of people, maybe many people, already dead, and then there are people now over 80 years old. And 40 years, same work continue. And then now, internationally recognized. The market never started in Korea. The people appreciated these artworks at Basel and Frieze and many different art fairs. And we never had museum exhibitions. We never had gallery exhibitions. As I showed you the photos, first Dansekwa exhibition in New York was only 2015 at Alexander Gray Gallery in New York. And then suddenly, that's only 3 years ago. And then it's just a phenomenon. So in Korea, the artist is very, very happy, but at the same time, they are very sad. After 40 years, their friends already passed away. They are left. Now, they realized. But these artists, probably many artists never expected their painting prices going up, or they never. They just there to do their job for 40 years. They are the people trying to connect culture between 1,000 years of our own culture was stopped after Japanese occupation and also Korean War and military dictatorship, and then reconstructing country, and they are the people trying to connect our 1,000 history and our art, and so they never want to be famous. They never thought about selling arts and make money. Just they were there for 40 years. Yeah. That's really want to point it out. The market was outside, and Korea never had a market. So many artworks, really good artworks, sold to abroad. We have maybe very good artworks at the museum and private collections. Yeah, the artworks and the Dansekwa in Korea, I'm worried because many artworks, very precious artworks, are already gone outside. But at the same time, really, they are the ambassadors. So people appreciate Korean contemporary art. At the same time, it's about time also Korean young artists and also Korean art can be recognized internationally because of these Dansekwa people. Maël, comment vous entendez ça? Je crois qu'il avait pas fini. Ah pardon, oui. Non, Pardon, c'est vas-y. après, bon, il y a aussi juste un détail aussi qui aime beaucoup le marché, hein, parce qu'effectivement, beaucoup de choses profondes ont été dites, mais après, effectivement, au niveau du marché, c'est beaucoup moins profond. C'est effectivement cette chance d'avoir un mouvement qui, en plus, a plusieurs générations. Donc, on est sur une continuité, et donc derrière, ça permet effectivement au marché de pouvoir se dire il y a plusieurs générations sur lesquelles on va pouvoir continuer à surfer. Après, ce sera effectivement aux Coréens aussi de s'en défaire, peut-être pour... Alors, est-ce que tu ressens ça dans ta galerie d'une part, dans les foires, dans des ventes aux enchères, on y viendra tout à l'heure, avec l'eBay? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt, au-delà même du travail Quand on a commencé à travailler ensemble avec l'eBay, il n'y avait quasiment aucune galerie qui représentait d'artistes coréens. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une galerie dans le monde qui n'a pas un artiste coréen.
Donc le changement est bien là. Maintenant, au niveau du marché aussi, il y a 13 ans, j'étais très surpris de voir que le nombre d'artistes que personne ne connaissait en France ou à l'international, en fait, étaient déjà à des prix assez élevés. Même un Parc Sebo, qui était beaucoup moins connu que Liu Fan, valait déjà 100 000, 150 000 euros, et qu'on pouvait voir sur nombre de stands sur la CAF. Donc le marché était présent. Il y a un marché fort à l'intérieur du pays. Cela dit, pour aller dans son sens, il y a un artiste, Libé Babédé, qui habite à Plouzac, Kim Chang-hak, c'est ça là, qui a le même âge que Liu Fan, que très peu de gens connaissent sur un plan international, Kim Chang-hak. Et qui n'a pas encore un marché extrêmement développé. Or, sur place, il est en train de créer son propre musée privé, et quand on regarde les prix sur place, ça correspond à ce que tu dis, c'est que c'est déjà au moins 100 000, 150 000 euros pour un marché qui est uniquement asiatique et coréen majoritairement. Donc, voilà. c'est effectivement... Et aujourd'hui, si je peux faire aussi une petite réflexion, c'est qu'au niveau des dates qui sont données, le travail sur Don Tse Quoi est un travail qui a été fait à travers les galeries. Il y a très peu d'institutions, par exemple la vraie reconnaissance du mouvement Don Tse Quoi, qui a été faite pendant la Biennale de Venise en 2015, a été portée par la galerie Pouget. Donc aujourd'hui, c'est aux institutions, aux conservateurs, de prendre la relève et de montrer effectivement à quel point ce mouvement est important. C'est ce que vous avez fait quand il y a eu la Corée en France. Vous avez fait, vous, au musée Cernucci, une grosse exposition. Alors, c'était pas une exposition qui était consacrée au Don Tse Quoi, c'était une exposition qui était consacrée à la présence d'artistes coréens en France. Il se trouve qu'il y avait plusieurs artistes du Don Tse Quoi dans l'expo, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont passés par la France, parfois pour des temps assez courts, mais enfin, tout de même. Mais peut-être que ça va permettre de revenir un peu sur ce que vous disiez sur le marché. Il y a peut-être aussi que l'une des questions, c'est pas uniquement une question économique, c'est pourquoi est-ce que l'Occident, parce que c'est vrai qu'en Occident il y a un vrai intérêt pour ces artistes, s'intéresse aujourd'hui à ces artistes qui étaient actifs il y a 40 ou 50 ans, plutôt 40 ans. Alors évidemment il y a des questions d'opportunité, mais si on regarde ce que font certains artistes occidentaux, peut-être aussi qu'il y a des questions de temporalité, c'est-à-dire que tout ce travail qu'on fait sur ces artistes coréens dans les années 70, sur travailler, faire de la peinture, mais essayer de trouver un rapport presque physique à l'activité picturale, de trouver une manière de transcrire un rapport à la nature aussi. D'ailleurs, l'exposition dont je vous parlais en Grande-Bretagne dans les années 90 s'appelait « Travailler avec la nature ». Et c'est comme ça qu'on avait réuni ces artistes du mouvement. Il n'est pas impossible que ça rencontre des centres d'intérêt contemporains en Occident aujourd'hui et qu'il y ait une rencontre qui se fait là à 40 ans de distance entre le travail mené par ces artistes coréens et des choses qui nous parlent aujourd'hui. Et c'était quoi votre question en dehors de ça? La question... Vous l'avez oublié non, aussi. Non, parce que vous enchérissiez, si je peux me permettre, sur Eric. Et ben, puisqu'on parle d'enchères, venons à vous. Piazza, bon, vous avez organisé une vente sur le Don Tse Quoi. Alors, quel est le rôle d'une maison de vente comme la vôtre par rapport à ce mouvement? Est-ce que vous estimez que vous contribuez, enfin vous êtes, sans mauvais jeu de mots, une caisse enregistreuse, ou est-ce que vous contribuez à augmenter les enchères et l'augmentation des prix? Alors, déjà on avait fait une exposition qui a duré un mois en juin-juillet 2016. C'était pas une vente aux enchères, donc c'était une exposition avec des ventes de gré à gré qui se déroulaient tout au long de l'exposition. Mais au niveau des ventes, c'est un marché, comme on a déjà dit, qui est très jeune, les premiers tableaux de tous ces artistes ont commencé à passer en vente en 2005-2006. Donc c'est assez récent. J'ai l'impression que cette redécouverte artistique et institutionnelle
est suivi par le marché quasiment en parallèle. Le rôle des maisons de vente, c'est juste d'appuyer et de rassurer les gens qui peuvent voir dans des musées, qui peuvent faire face à ces artistes qui sont certes commencent à être très connus, mais qui sont avec lesquels on est moins familiarisé par rapport aux artistes européens ou américains. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi une question de temps qui est très importante, parce que pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces artistes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que même les institutions ont commencé à se réintéresser à ces artistes aujourd'hui? Je pense que un point très important sur le temps de c'est quoi, c'est le temps et le rythme que les œuvres nous imposent à voir, à apprécier. Et cette continuité que donc Joe disait que ça a pris que pendant plusieurs années, à partir des années 70, ils ont fait la même chose et jusqu'à aujourd'hui, certains ne sont pas en vie, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont continué à faire la même chose. C'est ce temps et cette continuité qui fait que c'est tellement apprécié, tellement actuel. Est-ce que, je m'adresse d'ailleurs alors aussi bien aux historiens qu'au marché, le vôtre et le tien, est-ce que c'est un phénomène de mode? Ou est-ce qu'au contraire on assiste au début Non, je ne pense pas que ce soit un phénomène de mode, c'est un rattrapage. Oui. Donc ça ne fera que continuer. Et après, les prix, est-ce qu'ils s'envoleront forcément pour certaines pièces majeures? Et puis il y aura aussi forcément des réajustements. Des réajustements. Et aussi, comme le disait Libé, il y aura aussi des découvertes. Parce qu'il y a nombre d'artistes aujourd'hui qui n'ont pas cette visibilité. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller aussi par la même occasion. Et tant mieux parce qu'on sera forcément surpris. Alors, qu'est-ce qu'il va en être avec des artistes d'une seconde génération? Bon, Libé est là, mais je pense aussi à un autre qui a pratiquement le même âge que toi, qui est quand même bien implanté en Corée et qui s'inscrit dans ce mouvement-là, qui s'appelle Nam Chunmo. Hein, on pourra en trouver quand même quelques-uns comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être reconnus comme la génération suivante, ils vont se faire... ils vont se fondre dans Dan C'est quoi? Quelle lecture vous avez de cette nouvelle génération qui n'est pas très éloignée d'ailleurs de la précédente, hein, il y a 20 ans d'écart à peu près. Donc, Alors, en même temps, Libé, je dirais peut-être aussi un cas à part, ça fait longtemps qu'il est parti, maintenant revenu en Corée, mais bon, ça fait 30 ans qu'il était en France. Donc c'est un artiste qui a continué à faire sa carrière à l'international, qui a déjà exposé dans de nombreux musées, qui fait déjà partie de nombreuses collections. Donc je dirais que le mouvement dans C'est quoi peut être porteur, mais à la limite, Libé est un artiste qui vit sa propre vie. autonome, oui, Complètement. Ouais. Comment? Comme Yulfan. Comme Yulfan, bien sûr. Mais oui, en fait, quel sentiment as-tu d'appartenance ou pas à ce mouvement? Enfin, est-ce que ce ne sont que des amis ou est-ce que tu te reconnais vraiment dans la démarche de ces artistes-là dans les années 70? Enfin, est-ce que ça te... Est-ce que tu te sens effectivement singulier par rapport à eux ou tu penses qu'avec le temps tout ça va... que tu seras partie de cette histoire-là? C'est difficile à dire entre la relation dans ce groupe, dans C'est quoi et moi. Et moi, je suis effectivement, pour moi, j'influence beaucoup par les artistes dans C'est quoi. Ce sont mes propres. Par exemple, quand tout à l'heure, il a expliqué c'était laquelle région je travaille avec le charbon de bois. Moi, je n'étais pas très peur le travail avec le charbon de bois parce que mes propres de Hajongyan, de Baksevo, ils sont mieux que moi à cette époque. Ils ont récupéré le sac de pommes de terre, ils travaillent avec c'est comme un bijou, le beauté, aussi le spirituel, ils s'expriment. Et moi, ça ne me pas peur de travailler avec le charbon de bois pour développer avec l'esprit de l'art. C'est ça que pour moi, c'est le dans C'est quoi.
c'est essentiel de mon, comment dire, mon univers de l'art. C'était l'éducation. Voilà, l'éducation et la fondation, c'était très. Oui. Ouais. Peut-être y a-t-il des questions? Parce que je crois qu'il y a des gens qui devaient. Non, moi, ce que je voudrais dire, peut-être, est-ce que ce mouvement a été un changement radical dans les années 70, mais est-ce que vous n'avez quand même pas été influencé depuis que les artistes coréens sont venus en Europe et notamment en France? Et moi, je pense qu'il y a quand même un rapport assez commun des affinités avec des grands peintres comme Pierre Soulages. Est-ce que justement ça vous a pas... Parce qu'il y a un tel changement, je pense que depuis que vous avez eu la possibilité de partir de votre pays, de voir un peu ce qui se passait ailleurs, sans parler des matériaux justement, de par le pays où c'était pas forcément... vous ne pouviez pas trouver tout ce que vous vouliez, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, un rapport avec ces grands peintres. Est-ce que ça vous... même si on ne veut pas parler d'influence, il y a un dialogue certain. Ouais. Je pense que c'était... Oui, je pense que... Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'influence, il y a quand même... personnellement, je n'ai pas pensé comment dire, influence avec Pierre Soulages, mais j'aime beaucoup son travail, mais ça, comment dire, je n'ai pas trouvé comment dire, le sens. Peut-être pas vous, mais ouais. C'est pas la même histoire. Oui, pour répondre à tout le monde par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a de temps en temps des, je dirais pas des comparaisons, mais des rapprochements qui sont faits entre Libé, par exemple, et Pierre Soulages. Et moi, je pense que ce rapprochement est uniquement formel, parce qu'il y a du noir, sauf que ce sont deux démarches, je dirais presque radicalement opposées. Pour la raison très simple, c'est que l'un, Pierre Soulages, a toujours dit qu'il ne travaillait pas le noir, mais qu'il se servait du noir pour accrocher la lumière, et qu'il ne fallait pas regarder le noir d'un tableau, mais ce qui se passait devant le tableau, alors que Libé, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire que lui ne travaille que le noir. Et il ne travaille pas devant le tableau, mais dedans le tableau. Et qu'effectivement, chacun de ces continents noirs n'est qu'une manière de... c'est presque le principe même du trou noir, hein, c'est-à-dire qu'il y a une attractivité de ces noirs qui est totalement l'inverse, je dirais, pas du côté repoussoir du noir de Soulages, parce que Soulages repousse le noir pour faire de la lumière. Lui, au contraire, il l'absorbe. Donc c'est deux démarches, pour moi, totalement antinomiques. Alors évidemment, on a envie de les comparer parce qu'il est question du noir, mais c'est pour moi très très différent. Éric, donc tu allais dire quelque chose? Non, c'était juste que quand on fait la comparaison, elle se fait sur un travail très précis chez Soulages et un travail très précis chez Libé. Après, si on regarde tout le travail en amont et à venir, que ce soit le travail à travers le dessin, à travers la sculpture, il n'y a aucune comparaison entre les deux. Mais effectivement, sur une série bien précise, il peut y avoir un dialogue, d'ailleurs qui a été fait sur le stand d'Emmanuel Perrotin à Hong Kong dernièrement. Mais pour le reste, ce sera difficile de faire la confrontation. D'autant que, pour rajouter un petit mot, c'est que le noir de Libé, au-delà du fait que ce n'est pas le noir de Soulages, est un noir qui est aussi lié à un matériau avec tout le sens qu'a ce matériau, ce qui n'est pas le cas de Soulages du tout. Et le sens de ce charbon de bois qu'on a évoqué tout à l'heure et dont Libé m'avait dit un jour que c'est un matériau mais essentiel en Corée qu'on met sur des portes, qu'on mettait sur des portes quand des enfants naissaient, qu'on met sous des maisons pour isoler du froid. Il y a régulièrement l'équivalent en Corée de ce qu'on connaît nous ici avec les feux de la Saint-Jean, et qui c'est effectivement, je pense que elle connaît peut-être mieux que moi la symbolique. de la Saint-Jean. Non, mais c'est ce grand bûcher hein, qui a lieu tous les ans en Corée. C'est un matériau qui est lourd de sens. Hein, alors qu'il n'y a pas ce matériau-là, c'est Soulages. Il ne parle pas de charbon de bois. Je l'ai su. Comment? Je l'ai su. Vous pouvez parler un peu plus du charbon? Alors, ça Comment? m'intéresse.
de charmant, donc on le met sur les portes lorsqu'il y a un enfant qui naît. Alors attendez, il n'y a pas mieux que l'IB pour vous en parler. C'est intéressant, justement. Vas-y, raconte un petit peu, oui. Je pense que pour moi, mon travail avec le noir ne serait pas la couleur noire. Ce sont, comment dire, les liens essentiels de la culture en Asie. C'est une grande culture de le noir, c'est l'encre de Chine. À la base, l'encre de Chine, c'est le matériau, c'est le charbon de bois qui fabrique, l'encre de Chine qui fabrique avec le charbon de bois. Et en Corée, pour préparation de la sauce de soja, on peut utiliser charbon de bois. Pour la construction de la maison, on peut mettre beaucoup de charbon de bois sur la préparation de la terre. Aussi, pour éviter de mauvaises choses, de mauvaises images, pour la désinfection. Tous, en Corée, à cette époque, on n'a pas beaucoup de médicaments, rien du tout. Mais pour le cleaner la maison, la vie, c'est le charbon très proche autour de la vie. C'était très important. Moi, je suis habitué à vivre avec, dans la campagne, beaucoup de charbon de bois pour le travail. Et aussi, pour l'agriculture, il n'y a pas de produits chimiques pour la désinfection. Toujours le récupérer dans le bois de charbon de bois. Il y a une essence de charbon de bois pour le donner de l'infection. Laura me parlait là et me demandait si je connaissais ce fameux rituel qu'on a juste évoqué, et je disais, si ça vous intéresse, ce que je vulgarise avec les feux de la Saint-Jean, cette cérémonie qui consiste à brûler, l'IB en a fait un très joli film. Il y a une vidéo de ça faite par l'IB qui avait été montrée et montée d'ailleurs aussi, quand on avait fait son exposition au musée Guimet. Hein. Et alors je ne sais pas où on peut la voir aujourd'hui, mais je vous conseille de regarder ça parce que c'est voilà, et effectivement c'est quelque chose d'assez. Comment? Sur YouTube aussi, il y a des voilà. vidéos. C'est quelque chose d'assez plastiquement très beau, mais de très chargé spirituellement. Enfin, c'est pas le 14 juillet. Maël, peut-être. Bon, non, peut-être pour revenir sur la question de Soulage. Soulage, le rapport se ferait peut-être pas facilement avec les artistes d'Ansekwa, mais peut-être avec ceux de la génération précédente. Ceux qui ont travaillé dans les années 50, au début des années 60, qui ont été fortement marqués par les techniques gestuelles, mais c'est pas forcément parce qu'ils ont regardé Soulage. En fait, c'est une rencontre. Soulage et d'autres artistes européens et américains de cette époque-là, regardant beaucoup ce qui se fait en Asie, et notamment la calligraphie, parce qu'eux-mêmes cherchent à inscrire en quelque sorte la trace de leur corps dans leur travail. Peut-être que l'exemple le plus évident en France, ce serait Georges Mathieu, de ce point de vue-là, et une partie des artistes coréens, mais aussi chinois ou japonais qui arrivent en Europe dans ces années-là, arrivent à trouver un terrain d'entente avec ces artistes et à travailler sur des points qui permettent de réunir pendant un temps assez court, ça va durer 10-15 ans, les scènes artistiques occidentales et les scènes artistiques orientales autour de thèmes communs. Mais c'est vrai qu'à partir du milieu des années 60, il y a une disjonction qui est quand même assez évidente entre notre histoire artistique à nous et l'évolution de ces écoles en Asie, même s'il reste des liens évidemment, mais ils sont plus ténus. Dans les ventes en ce moment, vous ressentez quoi? Il y a une demande, la demande est de plus en plus forte, ça se
calme, ça stagne. Quel est- Non, ça ne stagne pas parce que le chemin est encore très long à faire, je pense. Après, on voit surtout des œuvres d'artistes du temps de Séquoia aux États-Unis, et à Hong Kong et à Séoul. Donc en Europe, il y a vraiment un grand chemin à faire. Il y a certains qui sont passés par Paris, donc forcément, et qui ont eu des galeries parisiennes, donc forcément, les œuvres se retrouvent de temps en temps. Mais je pense que au niveau des prix, ça peut encore monter beaucoup, et au niveau de leur présence aussi, ils peuvent se retrouver plus souvent. C'est quand même assez rare. Mais avec ces prix, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont donné un très bel exemple, avec ces prix qui montent, est-ce que vous pensez que s'ils continuent à monter, ces prix, le marché parisien, puisque c'est ce qu'on évoquait là je ne parlais pas du marché mondial, est-ce que le marché parisien est prêt Eric peut répondre aussi, je pense, à suivre ces prix-là? Enfin, les moyens des collectionneurs français, au moins en nombre, ne sont pas forcément l'équivalent des Américains qui vont acheter chez Blue Manipo ou qui vont acheter chez Perrotin à Hong Kong. Ils sont au courant. Ils sont au courant, de toute façon. Que ça se passe. Dans tous les cas, ils sont au courant, l'information circule. Oui, mais ont-ils les moyens? Est-ce que le marché français a les moyens de suivre? Oui, mais non, justement, ce ne sont pas forcément. Les gens qui achètent chez Piazza ne sont pas forcément que des collectionneurs français. Donc, non, mais ma question était, est-ce que le marché français peut suivre? Comment? Non, je le disais. Je répondais à la question. Est-ce que les Français vont suivre, c'est ça? Voilà. Est-ce que la France, par rapport à ce que disait Laura, si, en imaginant que ces artistes atteignent des sommes nettement supérieures prochainement, est-ce que le marché français, enfin les collectionneurs français précisément, vont les suivre? Bon, effectivement, François Pinault a déjà pas mal suivi au moins l'un d'entre eux, mais... Bon nombre de collectionneurs français peuvent suivre. D'accord, voilà, c'était sûr. D'accord, voilà. Actually, I didn't understand French. But since I've been working, traveling with the Dansekwa, I get a sensation to understand with reading their mind. Well, I've been traveling with the Dansekwa all over the world. Miami, Hong Kong, Singapore, and Paris, and traveling, and then I realized people, when they face Dansekwa paintings, and there are many people very embarrassed. They have to, something should be there. That they have to see something, but nothing is there. So what it is? The Dansekwa painting is asking question, is it true what you see? Everybody has their own interpretation and then also experience. So when they look at the painting and artworks, there should be something they have to recognize. So Dansekwa is there. Juste, Éric de Romont a un rendez-vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup. Sorry. Yes. So my experience and people all over the world, they are when they look at the Dansekwa works, and children or any racial, national, and the people, nationality, the people see, they feel peace and connected. They feel like they're going back to nature, and then they're thinking about themselves. That's how Dansekwa is connected. Oui, ça interpelle. Y a-t-il d'autres... Je ne sais pas, Alexandra, on a un peu de temps ou non? On a largement dépassé, mais en même temps, c'était largement tellement intéressant que... Bon, alors peut-être une dernière question. C'est super. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, bon... Bon, bah c'est parfait. Ben, merci à vous. Merci. J'espère que vous repartez.